Bien. Aujourd'hui, on poursuit notre examen des manières de sentir par un biais un peu particulier qui est à la fois, infinitésimal et primordial, parce que je vais vous parler de la manière de sentir qu'on développe quand on est anthropologue, sociologue ou ethnologue. Je vais vous parler des techniques du corps et des techniques de la sensibilité qu'on développe dans nos métiers. Je ne vous parlerai pas du tout d'éventuelles prédispositions qu'on pourrait avoir à tel ou tel métier, à telle ou telle pratique, telle ou telle vocation, mais simplement de ce qu'on développe, de ce qu'on est amené à développer, consciemment ou inconsciemment, à dessein ou sans y prendre garde, quand on devient sociologue, anthropologue, ethnologue. Il faudrait différencier. Ce n'est pas le genre de la maison ni ce que je peux faire en un temps aussi limité. Alors, ça devenait urgent parce que les textes des auteurs qu'on a vus jusqu'à maintenant, les textes d'Émile Durkheim, de Max Weber, de Marcel Mauss, mentionnent bien le problème de la sensibilité, de l'enquêteur, du chercheur, comme quelque chose qui peut éventuellement nous mettre à distance d'une étude sérieuse et approfondie d'un sujet, d'une vraie compréhension, d'une vraie connaissance. Mais d'une part, elle n'entre pas dans le détail des techniques du corps et des techniques de la sensibilité telles qu'on va le faire aujourd'hui. Ces textes, n'entrent pas dans ce détail-là. Et deuxièmement, quand bien même Durkheim parle du développement d'une sensibilité sociologique, on parle de trois auteurs qui n'ont jamais fait le plus petit commencement d'un terrain. En d'autres termes, qui n'ont jamais confronté leur envie de savoir à cette position très étrange qui consiste à mendier, littéralement, de la connaissance. Alors, très rarement, on est en situation d'acheter la parole des gens. Pour avoir une idée, par exemple, on peut faire des sondages rémunérés. C'est une pratique extrêmement rare. Pas qu'il n'y ait pas un grand nombre d'instituts de sondage qui rémunèrent plus ou moins des cohortes déjà constituées. Ça existe, c'est massif comme pratique. C'est simplement que la plupart des sociologues, des anthropologues et des ethnologues ne disposent pas de ces moyens-là et par conséquent doivent obtenir de gens qui leur parlent gratuitement. Et c'est pas du tout évident. Puis qui leur racontent leur vie, parfois leur vie intime, leur vie sexuelle, leur vie familiale, leur rapport avec les morts. On va questionner des sujets qui font mal. Par exemple, la douleur, la maladie, le doute, la dépression. Et on va questionner ces sujets-là, on va demander une parole précieuse à des gens qui n'ont aucune raison de la donner. Comment on fait ? Bien. Alors, toujours en guise d'introduction, on a bien sûr intérêt à retenir des premiers auteurs qu'on a pu voir ensemble. On pourrait dire trois formes de prudence. Durkheim nous dit bien de nous prémunir des prénotions, c'est-à-dire des jugements de valeur qui précèdent l'expérience et la conditionnent. Il faut expurger son protocole expérimental de ses propres valeurs. Max Weber nous dit bien, à travers la notion de neutralité axiologique, qu'il faut être capable de déployer une méthode d'étude des valeurs sans jugement de valeur. Marcel Mauss, déjà, se pose la question de manière beaucoup plus fine et nous dit, dans le fond, une relation entre enquêteur et enquêté, une relation entre chercheur, anthropologue, ethnologue, sociologue et un terrain
C'est toujours une relation intersubjective et vous n'arriverez jamais à totalement expurger votre terrain de votre subjectivité. Par conséquent, la plus grande rigueur possible consiste à délimiter ce qui en soi-même nous porte, ce qui en soi-même limite notre compréhension. Il faut en quelque sorte non pas expurger sa subjectivité, parce que c'est pas possible, c'est une illusion, mais il faut autant que faire se peut connaître les limites de sa propre subjectivité et comment sa subjectivité intervient dans la production du terrain. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Pourquoi j'ai choisi ces gens? Pourquoi j'ai choisi ce lieu? Pourquoi est-ce que j'apporte ce sentiment-là quelque part? Pourquoi je pose ces questions-là, formulées de cette manière-là? Quelles sont mes limites sensibles dans la manière dont je reçois les résultats quand on me parle de mort, de souffrance, de sexe, de maladie, de doute, enfin, peu importe, de quoi que ce soit qui me touche. Connaître au maximum ce facteur sensible, puisque de toute façon, prétendre l'éradiquer serait une fiction. Donc, partant de là, on a déjà une bonne formation, une bonne base. Le problème, je vous le rappelle, c'est que ces trois auteurs dont nous venons de parler ne sont pas des gens de terrain. Et par conséquent, les points dont je vais vous parler leur échappent en quelque sorte. Je vais essayer d'entrer à travers des exemples tirés de mon expérience ou d'expérience d'autres sociologues, anthropologues, ethnologues, dans à la fois certaines techniques du corps et certaines techniques de la sensibilité qu'on doit développer dans ces professions. Petite parenthèse au passage, puisque je suis supposé parler au plus grand nombre à cet instant. S'il y a parmi vous des étudiantes, des étudiants de M. Karl Berthelot, je tiens à vous rassurer, nous avons trouvé un système d'organisation pour le remplacer. Voilà. Juste pour que vous sachiez bien où vous êtes, j'ai reçu un mail hier, disant, et là vous allez voir comment la sensibilité se positionne, même parmi nous autres socio-anthropologues. Donc ce mail disait, voilà 3 séances que ce chargé de TD n'a pas assuré ses cours. Il a décidé d'abandonner l'université, de partir, d'abandonner les cours, etc. Heureusement, on a une équipe formidable. On a réussi à trouver des remplaçants, donc ça va aller. Dès la rentrée, après les vacances, les cours pourront reprendre, on pourra rattraper les choses. Entre parenthèses, voilà ses coordonnées. Peut-être il y a quelque chose comme une dépression, fin de la parenthèse, amitié, etc. Alors, notez bien le point. On donne les coordonnées parce qu'on ne le connaît pas. En fait, on ne se connaît pas, on se connaît très peu les uns les autres. Et on se voit très peu. Je l'ai à peine entrecroisé dans une réunion pédagogique de début de semestre. C'est pas parce que moi-même je suis pas exemplaire, je viens un peu, enfin voilà, on est une espèce d'armée de fortune construite comme ça, sur un gros sac de précarité d'enseignants-chercheurs sans poste. Enfin, bon. Ça c'est une chose. Deuxièmement, comme il y a beaucoup de dépression, beaucoup de suicides dans la profession, quand quelqu'un s'en va, on soupçonne la dépression. C'est naturel. Et dernier point dont je n'ai pas parlé en TD tout à l'heure et qui est incroyable, qui est incroyable d'inconscience. On a une super équipe. Non. Non, on a une équipe qui part en miettes. Et qui sait très bien, parce que c'est sa qualité première, parce qu'elle est constituée comme ça, à boucher les trous. Et je ne dis pas que chacun n'a pas une valeur individuelle, etc. Il n'y a pas un peu de solidarité entre les gens qui se connaissent. Mais en gros, qu'est-ce qu'on est?
c'est une extraordinaire équipe de bouche-trous qui part en miettes régulièrement. Voilà. C'est-à-dire que non seulement on est en miettes, mais on ne sait pas à quel point on est en miettes. Vous voyez ? Et je ne dis pas ça pour vous désespérer de l'université, je dis ça pour vous inviter à vous mobiliser, 1, pour vos études, 2, pour que la fac ne se délite pas totalement dans les années à venir. Madame. Sans études exactes sur le sujet en France, là maintenant je ne saurais trop vous dire. J'avais participé de loin à des études ou lu des résultats d'études précis sur ce sujet au Canada. Dans certains contextes, ça existe. Ici, les hypothèses qu'on pourrait émettre sont une très forte demande d'investissement psychologique, très forte demande, une très faible latitude décisionnelle lorsqu'on peut faire de plus en plus faible. On est obligé, pour complaire, de choisir tel sujet thèse avec telle personne en demandant telle bourse, en faisant tel truc, avec tel formalisme, etc., etc. Donc dans une espèce de fausse liberté. Une importante précarité financière, une importante précarité statutaire, un statut, un prestige de la profession qui s'effondre à vue d'œil, une situation de plus en plus mensongère où on est amené à faire des choses qui sont en fait systématiquement des fausses promesses. Promettre de faire un enseignement quand en réalité on n'en a pas les moyens. Promettre de corriger des copies quand en réalité on n'en a pas les moyens. Je distingue. Dans un cas, c'est l'institution qui ne donne pas les moyens, et dans l'autre cas, c'est l'institution qui ne donne pas le salaire. C'est la même chose. Presque la même chose. Faire des recherches financées, mais qui n'ont aucun résultat intéressant et qui n'auront aucun impact sur la société. Donc il y a à la fois une crise de la vocation, du stress, une latitude décisionnelle qui s'effondre, une demande psychique qui augmente, c'est suicidogène. Et ça crée de la dépression, et ça crée des tas de choses de ce genre. Dites-moi. Qu'est-ce qu'on est censé faire pour faire tenir l'université ? Ah ben moi, je fais pas de politique. Ben, bande de patates. Je suis très sérieux quand je dis je fais pas de politique. Quel que soit le moyen de mobilisation que vous ayez envie de faire pour avoir des enseignements de meilleure qualité, pour avoir un accès aux études de meilleure qualité, pour avoir telle ou telle disposition qui vous arrange plus. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai dit comment ça va la classe de TD, il y en a un qui répond on voudrait avoir plus de vacances. Alors c'est vrai qu'il y a souvent une convergence d'intérêts entre les différentes populations estudiantines pour ça. Riez pas. Ceux qui travaillent pour financer les études parce qu'ils peuvent plus travailler, ceux qui sont en situation, enfants de bourgeois, d'avoir assez d'argent, ou boursiers, vont pouvoir réellement prendre des vacances, et quelques rares vont pouvoir plus travailler parce qu'ils ont des vacances. Donc en fait, ça rend tout le monde content, mais pour des raisons extrêmement différentes. Donc, et au-delà de la boutade, c'est pas drôle du tout, en fait. La question est de voir, effectivement, ce qu'on est progressivement en train de détruire, c'est-à-dire un droit à l'enseignement supérieur, comme un droit, et qui devient, avec Parcoursup, une filière sélective qui donne accès à trop de chagrin. Mais un coût pour l'État qui, à court terme, est très faible. Par contre, c'est un investissement très faible, puisque plus on affaiblit la recherche et l'enseignement dans un pays, moins il y a de croissance. Ce qui a l'air de les intéresser, les bougres de là-haut, mais ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont des vieux manuels. Ah, c'est dur. Et, bref. N'essayez pas de me détourner du cours. Je m'en détourne moi-même très bien. Revenons à nos moutons. Je vous parlais la semaine dernière de l'anthropologue Philippe Descola, ethnologue puis anthropologue Philippe Descola, qui raconte par exemple très bien, dans un assez beau livre qui s'appelle Ethnographie des mondes à venir et que je vous recommande, comment est-ce qu'on se retrouve impacté par son premier grand terrain ethnologue, et comment est-ce qu'on revient soi-même transformé, on pourrait dire, dans son terrain d'origine, c'est-à-dire dans sa société d'origine, en voyant les normes, les valeurs, les structures, les faits sociaux inhérents à la mort, à l'injustice, à l'organisation sociale, avec un regard nouveau, qui identifie immédiatement leur incohérence, en d'autres termes, qui questionne la norme.
Or, questionner la norme, questionner ce qui fait commun, questionner ce qui fait sens, sans arrêt, c'est la base d'une sensibilité sociologique. Et, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, c'est ce qui fonde le quotidien de quelqu'un qui travaille dans ces domaines-là, c'est-à-dire développe, consciemment, inconsciemment, par lui-même et par le fait d'un paradigme, c'est-à-dire de conditions sociales et culturelles de production de la science, ce que je préférerais appeler maintenant les techniques du corps et les techniques de la sensibilité en sciences sociales. Je fais ce détour par Descola parce que j'ai comme un drame amoureux avec lui. Il ne le sait pas, hein, naturellement. Mais tout bête, j'ai eu cette formation dont il parle, cette déformation dont il parle, les premiers terrains à l'étranger, chez les gens comme nous. Donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, à Pristina, au Kosovo, à Alexandrie, en Égypte, c'était mes 3 premiers terrains de doctorat aux États-Unis ensuite. Et en même temps, la vie quotidienne nous apprend que l'étrangeté, on la trouve tout à fait dans l'immeuble en face de chez soi. Et je n'ai pas cet orgueil de l'ethnographe, pas du tout. C'est peut-être encore beaucoup plus intéressant de voir toute l'altérité qu'il y a dans le voisin que d'être obligé d'aller faire un grand voyage pour découvrir qu'en fait, le commun se construit et qu'il se construit d'une manière singulière dans chaque endroit où il se construit. Bien. Alors, la première technique, qui est à la fois une technique du corps et de la sensibilité, consiste, la formule n'est pas du tout poétique, mais je m'excuse, j'en ai pas trouvé de plus belle, à, c'est vraiment moche, intégrer le scan et conscientiser le scan. Ce que j'appelle le scan, et je choisis ce mot à dessein parce que vraiment il est très précis, c'est cette capacité quasiment instantanée que nous avons à recueillir une masse importante d'informations sur les personnes et les groupes qu'on a en face de soi, sans en prendre conscience la plupart du temps, et en prenant à moitié conscience lorsqu'on développe une sensibilité sociologique, qui n'est pas l'exclusive des sociologues ou des ethnologues ou des anthropologues. On peut développer cette sensibilité, quel que soit son métier. Toutefois, il est difficile de pratiquer ces métiers-là sans l'acquérir. Il y a un vrai lien entre les deux. Cette capacité à reconnaître très vite dans un groupe, même un groupe à l'intérieur desquels il y a des oppositions, ce qui fait commun, ce qui fait que ça tient. Ça peut être des manières de s'habiller, par exemple, communes. Ça peut être des manières de parler, ça peut être des codifications du conflit, des manières de boire, des manières de ne pas parler. Des manières de parler de tel ou tel sujet, des manières... Bref, c'est vraiment cette capacité d'intégrer consciemment la somme des informations qu'on reçoit habituellement, sans en prendre conscience et sans en tirer conséquence. Et d'une certaine manière, quitte à faire des erreurs, quitte à se planter, faire une confiance quasi aveugle à cette intuition sociale. Non pas pour écrire des résultats, pour commencer l'enquête. Et ça fait que vous mettez dans votre carnet de terrain, déjà dès le départ, j'ai tel ressenti, je le mets de côté, il ne fera pas partie des résultats, c'est mon ressenti. Mais néanmoins,
il va m'amener à pouvoir, par exemple, partager des choses avec les gens que je vais rencontrer. Bon, si vraiment ils sont très taiseux, je vais pouvoir leur parler du sentiment, mais sinon, plus simplement, quand eux vont rapporter leur vécu par rapport à un élément de leur vie quotidienne, je sais pas, ça peut être la distance pour aller aux courses, aussi bien que il n'y a plus personne qui habite dans le coin, où c'est mort ici, où les gens ont peur les uns des autres, enfin peu importe le vécu qu'on vous partage, vous avez déjà quelque chose à partager. Ce qui va vous faire pardonner le deuxième temps de l'enquête, qui va avec une technique du corps et de la sensibilité, le positionnement en tant que mendiant. Quand vous êtes sur le terrain en tant qu'enquêteur et que vous venez comme ça partager la vie des gens et leur demander de vous raconter leur vie et leurs ressentis, vous êtes en situation de mendicité. Vous demandez la générosité des autres. Pour votre argent, hein, vous allez les vendre, vos résultats. Voire même pire, pensez avec et essayez d'écrire des articles et de ceci, cela. C'est presque pire quand c'est même pas pour de l'argent. Vous venez satisfaire votre curiosité personnelle. Il m'est arrivé d'autofinancer moi-même des terrains sur plusieurs années. Par exemple, sur le centre d'accueil d'urgence Rome de Montreuil, j'ai fait ça pendant 2 ans. Vous vous rendez compte? Je demandais aux gens de me raconter toute leur vie, leurs finances, leurs croyances, leurs relations familiales, amoureuses, leur politique d'éducation, parce que ça m'intéresse. Mais normalement, c'est des fous qui font ça. Oui. Bon. Il y a une case dans les sociétés contemporaines pour faire ça, les sciences sociales. Bon. En plus, non seulement ça, même si souvent sur le terrain on vous qualifie de psychologue en se trompant, vous faites ça alors que c'est même pas vraiment la personne que vous regardez. Vous regardez à travers elle l'ensemble de relations sociales qui l'entourent. C'est même pas un regard qui vient sonder un sujet. Il vient mettre en écho ce sujet-là avec les autres. C'est donc un regard qui est à la fois là et un petit peu ailleurs. Bon. J'ai eu le temps en TD de détailler d'autres techniques qui consistent à ne pas avoir d'intermédiaire, pas avoir d'écran, si possible pas avoir d'enregistrement. Chacun fait ça à sa sauce, mais on travaille tout simplement la manière dont on se dispose dans l'espace par rapport aux gens. Chaque enquêteur, chaque chercheur le fera à sa manière, néanmoins, chacun le fera. De la même manière, avant d'entrer en relation avec un terrain, quel qu'il soit, on va se disposer. Certains se disposeront en lisant des livres, en préparant la langue, en apprenant une nouvelle langue. D'autres en allant dans des cafés du quartier où vont faire des interviews pour écouter de quoi on parle, comment on en parle. D'autres vont venir à pied, marcher très lentement pour vraiment voir, se promener, déambuler, tâtonner. Moi, je fais les trois. Avec 2 objectifs. D'abord, être capable de proposer le moins d'obstacles possible à la parole de la personne, qu'elle n'ait pas à m'expliquer le contexte. Parce que ça les fatigue. Les gens aiment raconter leur réaction à un contexte et pas décrire le contexte, pas expliquer, pas faire de la pédagogie, pas réapprendre à quelqu'un à habiter là où il devrait. Et en plus, le fait de laisser quelqu'un expliquer longuement la spécificité du contexte local, pas de sa spécificité à lui, mais la spécificité du contexte, c'est lui donner l'impression qu'elle est dans un contexte extraordinaire, alors qu'elle voudrait raconter que c'est normal, la plupart du temps. Bon. Et puis, il y a un truc un petit peu, pas pervers, mais pas loin, qui consiste à essayer d'inverser le rapport de mendicité en obligeant l'autre. Et ça se fait de manière... c'est presque mécanique, hein. C'est terrible. Mais, si vous... Déjà, arrivez en sueur, fatigué, après avoir fait un long effort à vélo, déjà, vous avez gagné des points. On va vous parler plus facilement, plus longuement, on va mieux prendre son temps pour vous, parce que vous avez fait un effort pour venir. Arrivez en sueur en parlant la langue. Mal. Mais en ayant, par exemple, essayé d'apprendre un peu de polonais pour faire des entretiens en polonais. Avoir refusé un traducteur en grec, en espagnol, en anglais, bon, en finnois, c'est pas possible. Quand bien même, en allemand, quand bien même, on comprendrait très peu. Mais en tâchant de reconstruire, de prendre des notes, bref, témoigner de son effort,
c'est tout simplement, symboliquement, on n'a pas besoin de l'expliciter, une certaine manière de retournement d'obligation. D'une certaine manière, comme on a fait effort pour la personne, on l'oblige un petit peu, et donc la mendicité a meilleur visage. Là encore, quand on déambule, quand on marche, quand on tâtonne dans l'environnement social quotidien des gens dont on veut interroger la réalité sociale, il faut se mettre dans une disposition un peu particulière. Bon, on ne peut pas éviter le fond du cerveau de se plaindre ou d'apprécier l'environnement social tel qu'il est, mais il faut vraiment laisser venir à soi la somme des informations que notre sensibilité n'aurait pas détectées si simplement on était là dans un rapport utilitaire. Je dois aller d'un point A à un point B, je traverse cet espace social, je remarque à peine ce que je vois. Et par ailleurs, quand on dit étudier les valeurs sans jugement de valeur, le problème c'est que le corps est bavard. Et imaginez par exemple que vous soyez en train d'interviewer quelqu'un, j'ai un exemple concret en tête que je détaillerai juste après, qui fait une pratique que votre registre moral juge très sévèrement. Voilà. Vous pouvez faire taire votre morale dans votre rapport, dans ce que vous allez tirer, mais le corps, pendant l'entretien, va parler. Comment faire en sorte pour que le corps ne parle pas à ce moment-là, ne dise pas votre dégoût pour la situation? J'ai un cas encore plus cruel juste après à vous raconter. Des fois, je tâtonne un peu parce que je prends des exemples et des fois, j'en parle en TD parce que j'en ai vachement envie, ça m'excite. Et après, il faut que je change d'exemple pour que les gens en TD ils aient des exemples nouveaux. Bah oui, parce qu'il y a des gens que penser excite. C'est pas rien, c'est comme ça. Hein. Libido, CND. Et je vous souhaite une telle puissance de désirer dans la pensée. Comme ça, au moins, c'est bon. Par exemple, voilà, j'interviewe des gens, des couples. Les deux dont je vais vous parler, c'est le même schéma. Il y a un homme qui a la maladie d'Alzheimer et une femme qui s'occupe de lui. Et alors, dans le premier cas, je ne sais pas si la dame l'entretient très bien. Enfin, ça ressemble à ça. Il est tiré à 4 épingles, il est très propre, ses repas sont repassés. C'était un ancien tailleur pour dames, donc les tissus sont importants pour lui, ce qui manifeste par le fait que pendant qu'il bave partout comme ça, il essaye absolument de toucher son slip, sa robe, son machin, etc. Et c'est les tissus qui l'intéressent. Et une fois par jour, elle le fout dehors, avec un bracelet connecté qui fait qu'au bout d'un moment, elle peut appeler, puis la police, un taxi, quelqu'un la ramène. Elle le fout dehors pour pouvoir vivre. Voilà. Et il est dans un état où il est évident qu'il risque sa vie à chaque fois qu'il sort, mais bon, c'est leur mode. Comment on fait, en tant qu'être sensible, pour qu'elle nous montre tout, elle nous raconte tout, elle nous parle de ce qui la motive, de ses représentations, de tout. Voilà, comment on fait? Et là, c'est une disposition qui est peut-être primitivement sensible, puis physique. On se rend complètement disponible à l'autre. On veut comprendre. Et donc, littéralement, on met sa sensibilité de côté pour un instant. Pour un instant, hein. Quand je sors, je ferme la porte de chez cette madame, elle me paraît totalement adorable. Extraordinaire. En plus, elle a la politesse, vous verrez pourquoi dans un instant, de ne pas poser de questions, de savoir ce que j'en pense. Donc, tout va bien. Et quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, je me dis, mais c'est pas possible, quelle horreur! L'un, puis l'autre. Immédiatement, la sensibilité. Mais pendant ce temps-là, on s'est tellement intéressé à l'autre qu'on s'est laissé un peu de côté. Voilà. Non pas pour avoir une espèce de relativisme moral ou culturel, non. Pour savoir de quoi on parle, quelle est la position de l'autre vraiment. Être capable de la comprendre depuis son point de vue. Bon, et je prends à dessein, j'ai longuement parlé à vos collègues de TD des Shipibo d'Amazonie péruvienne.
mais je crois que, hélas, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler, donc je prends vraiment à dessein des exemples proches pour que vous compreniez que cette expérience de l'altérité, vous pouvez la voir pas loin. Terrain d'après, peu de temps après d'ailleurs, même schéma. Donc je parle avec une dame qui a l'air de s'occuper prodigieusement, généreusement de son époux souffrant. On me dit qu'il ne parle plus, qu'il est défait, détruit, et que pour sa propre protection, il est dans sa chambre et qu'il n'en sort que très peu quand la famille est là ou quand une auxiliaire de vie vient aider à sa toilette. Bon. Et un ancien monsieur qui avait un poste important dans l'administration française, peut-être on retrouve un schéma un peu autoritaire dans les relations qui sont décrites auparavant, mais enfin peu importe. On me fait rentrer dans sa chambre, le monsieur se lève et me dit « Bonjour monsieur ». Alors évidemment c'est embêtant. Et puis, jusque-là, l'apnée tient. On me raconte sa vie, ce qu'il fait. Alors en fait, c'est un monsieur qui adore le cinéma et qui, par exemple, est capable de réciter par cœur des castings de films et de films anciens, et qui passe son temps à faire des espèces de revues de presse, à découper les journaux, à les découper en petits morceaux. On trouve que c'est incohérent, mais enfin quand même. Donc littéralement, on décrit et on enferme cet homme muet qui parle, qui a encore une activité intellectuelle, qui le relie à son passé, qui aime le cinéma, etc. etc. Et à la fin, il possède ce même bracelet électronique GPS qui permet de sortir, etc. Sa fille, qui est là, me demande innocemment une question. Et là, je réponds mal, parce que c'est comme si l'ascenseur avait été trop près, je suis déjà sorti. Elle me dit, mais vous savez, des fois, il tape sur sa montre comme ça, je me demande pourquoi. Alors, au bout d'un moment, quand même, on a peur qu'il l'abîme, on la lui enlève, tout ça, mais normalement, on le laisse jouer à sa montre et il tape sur sa montre. À votre avis, pourquoi tape-t-il sur sa montre? Elle, je lui réponds, atrocement, quand votre chien vous amène sa laisse, qu'est-ce que vous faites? Je le sors. Et voilà. Je ne suis pas fier, c'est vraiment contraire à toute éthique du chercheur, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe. Dans la sensibilité, elle a un chien évidemment, il y a la laisse qui est là, toutes les informations sont là, on a été disponible à ça. Simplement, par sa question, et au moment de sortir, elle a mélangé deux registres, le moi de dehors et le moi au travail. Et à ce moment-là, il se trouve que ces sensibilités se touchent, se mêlent, et ça crée une réaction qui est atroce. Parce que le chien, il est quasiment considéré comme un enfant, il fait partie de la famille, il y a tous les détails qu'on a tout intégrés, on sait que c'est là que ça va faire mal, et boum, on avance. Voilà, pour vous montrer à quoi on devient sensible, comment est-ce qu'on arrive à devenir imbattable au jeu de prévoir les professions des gens qu'on voit passer dans la rue ou avec qui on a des affaires. Enfin, comment, à cet endroit-là, ce travail qui, la plupart du temps, est inconscient, devient conscient, est plus ou moins maîtrisé. Voilà. On est aussi le jouet de ses propres terrains. Bien. Alors, les techniques du corps et les techniques de la sensibilité ont été largement creusées par ailleurs autour de la pratique de l'observation participante, notamment lorsqu'on devient exactement ce que l'on veut observer en dissimulant sa véritable identité de sociologue. Donc à cet endroit-là, ça demande réellement une technique du corps, une technique de la sensibilité, telle qu'on puisse effectivement ne pas apparaître comme ce que l'on est, mais comme autre chose. Bien. Donc je vous ai parlé du tâtonnement, de ce qu'on pourrait appeler une forme de... Mais en plus, il répond, le bougre. Non seulement il est dissipé, il est vilain, il envoie des cailloux derrière lui, comme ça, il fait rien qu'à jouer, et en plus, il répond au téléphone. Abominable. Bouh! Ah non, il n'y a que moi.
Nous, on étudie les collectifs, on s'y mêle pas. C'est complètement faux ce que je viens de dire, mais c'était un plaisir. Bien. Alors, on se forme au tâtonnement, à l'observation, au fait de prêter attention aux moindres détails de ce qui produit du commun, de ce qui fait du sens. On se forme à cette position de mendicité. On se forme, ça je le racontais en TD, à parler pour ne rien dire lorsque quelqu'un ne veut pas parler et qu'on se met à partager quelque chose avec quelqu'un qu'on ne reverra jamais pour qu'il parle. On apprend à laisser la place à la singularité, à la théorie locale, à la théorie indigène. Ce qui marche aussi bien quand on voyage que quand on va en face de chez soi. Donc on apprend en quelque sorte à vraiment laisser la place à la compréhension du commun, à la compréhension de l'autre. Bon. Est-ce que ça s'apprend à l'école, ça ? Ça s'apprend un petit peu. Il y a des cours où on apprend à faire du terrain, où on apprend des méthodes d'enquête. Ma première leçon de méthode d'enquête m'a été donnée par Sophie Poireau-Delpech, que je remplace ici, et qui m'a dit, en fait, on va travailler sur ton questionnaire, je vais te poser les questions, et puis tu vas être capable d'exprimer tes questions sans les poser. Voilà, il y avait 20 questions au questionnaire, juste avant de partir au Kosovo, voilà, donc c'était un peu costaud. Mais voilà, réussir à incarner, à envionder, littéralement, à manifester dans son visage, sans même avoir rien à dire, ses propres questions. C'est ce qui facilite l'exercice de la mendicité, d'une certaine manière, c'est vraiment devenir soi-même une question ambulante. Voilà. Ce qui impose un certain usage du corps, une certaine manière d'être quelque part. C'est difficile de s'en départir. Et là aussi, je racontais à vos collègues de TD que dans le fond, le seul moment où j'arrête totalement cette sensibilité-là chez moi, c'est quand je me mêle à un collectif où une autre fonction du commun entre en jeu. Par exemple, une chorale. Où là, je cherche le collectif, ça va être avec les sons, avec la musique, avec les corps, avec le rythme. Donc là, j'essaye de chanter juste, quoi. Je ne fais pas de socio. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, au moins, j'arrête de faire de la socio pour un instant. Peut-être aussi dans la fête. Et encore, c'est pas évident. Ni dans la fête, ni dans le sport collectif, c'est totalement évident. On a un peu du mal à participer aux fêtes, un peu du mal à participer au sport collectif, totalement. De manière complètement relâchée, sans arrière-pensée du collectif, quelque part. Bien. Alors, comment on se forme à ça ? Comment on se déforme, plutôt ? D'abord, dans les premiers terrains, et je racontais nombre d'anecdotes comme ça en TD, vous pourrez en demander à vos chargés de TD, dans les premiers terrains qui vous renvoient vos prénotions, vos jugements de valeur très violemment au visage. Évidemment. Donc, on commence à se former sur le tas, dans le terrain, évidemment, naturellement. Pour choisir un exemple que je n'ai pas donné en TD, la première fois que je suis allé faire une étude sur la consommation de pornographie dans un magasin, un Dorsel Store, avec un t-shirt avec marqué Dorsel Store dessus et un petit panier avec des goodies dedans pour donner aux gens qui répondraient à mes questions, donc sortant vraiment totalement, absolument complet, vous ne pouvez pas plus sortir de mon registre de valeurs, je me suis aperçu que le regard contrit, moraliste, un peu oh là là, c'est chaud, auquel je m'attendais, c'est moi qui l'apportais. Les gens étaient complètement décomplexés dans leur truc. Vous voyez, exemple de baffe. Vous arrivez avec un cadre moral, puis en fait vous vous rendez compte qu'il est complètement inopportun à cet endroit-là. Et que ce que vous vous attendiez à rencontrer de la part des autres, c'est vous qui l'apportez. Voilà. Parce que vous venez de la grande ville et que vous apportez avec vous la capacité normative qui vient des grandes villes et des grandes institutions qui sont dans les grandes villes. Donc voilà, vous vous rendez compte qu'en fait vous représentez la police des mœurs. Bon. Promis, aujourd'hui je ne vous parle pas d'excision. Je sais que c'est une tendance chez moi à cause de terrains qui justement viennent frapper littéralement vos registres de valeurs. Mais aussi votre rapport au temps, votre rapport à l'histoire, votre rapport au registre de vérité, votre rapport à la mort, naturellement. Bon.
Oh, le dur apprentissage de la contemporanéité. D'abord, c'est une manière très habile d'interrompre le cours, parce que moi, ça me dérange. Ensuite, c'est une manière très habile de faire en sorte que 300 personnes le regardent. Vous voulez pas sortir? Comme ça, vous passez votre coup de fil, c'est réglé, puis vous arrêtez de m'ennuyer. C'est un autre, vous faites exprès? Non? Bon, en tout cas, si on veut bien cesser ces pénibles interruptions, n'est-ce pas? Alors, j'ai comme ça un exemple assez marrant avec une collègue que je viens former à un exercice particulier qui consiste à obtenir très vite un maximum d'informations à l'échelle d'une commune. Par exemple, vous êtes dans un cadre de projet européen où il faut, en 3 semaines efficaces, encore en réalité quelques jours, être en capacité d'interviewer le maire, l'adjoint au maire, un épicier, 3 personnes, 4 aidants de cette personne, son médecin. Enfin, comment on rentre très vite dans un terrain. Et donc, on est en train de se promener dans une ville qui s'appelle Waron. Voilà. Et on se promène, on tâtonne, on voit. Puis à un moment donné, je vois service d'hospitalisation à domicile quelque part. J'ouvre la porte, je pousse, je rentre, il y a 2 dames en train de déjeuner. Je leur parle, je commence et je fais 2 entretiens avec elles. Boum. Voilà. Et dans le regard, à moitié amusé, à moitié un petit peu sidéré de la collègue, qui est aussi formée que moi, mais à d'autres pratiques, là, parce qu'elle vient d'intégrer le centre expert dans lequel je bosse, elle se met au diapason, d'une certaine manière, je vois l'énorme grossièreté de ce que je suis en train de faire. Vous voyez ? Je suis en train d'interrompre une conversation, un déjeuner, de pousser la porte d'un endroit où j'ai rien à faire pour poser des questions qui n'intéressent pas au premier chef les gens à qui j'en parle. Et pour faire ma mendicité. Si on y réfléchit bien, c'est une abominable grossièreté. Simplement, quand à la fois on a acquis le tâtonnement, qu'on a intégré cette posture de mendicité, qu'on a intégré par ailleurs cette manière de manifester physiquement son questionnement, son interrogation par rapport aux résultats qu'on cherche, aux réponses qu'on cherche, ben ça marche. Ce sont des pratiques anormales, je ne dis pas seulement atypiques, anormales, et ça marche. Voilà. Voilà ce qu'on développe comme technique du corps et technique de la sensibilité dans ce groupe. Oui. Mais en fait, il faut simplement naître la sympathie chez l'autre. Non, ou l'antipathie, ou ceci, ou cela. En fait, c'est pas tellement ça. Ce qu'on fait naître, quand on y arrive bien, c'est l'irrépressible envie de parler de soi. Voilà. De raconter, de dire sa vie. C'est parce que nous, c'est la seule chose qu'on demande, hein. C'est racontez-nous votre vie. Et à cet endroit-là, d'ailleurs, j'ai vu une étude qui était marrante. Donc pour une caisse de retraite, il y a tout un questionnaire très long pour le faire valider par le partenaire, la CNAV, la MSA, etc., le RSI à l'époque. Et en fait, mon problème, c'était que j'arrivais avec mon questionnaire et je ne pouvais pas m'en servir. Parce que je leur disais bonjour, comment ça va ? Et qu'à la fin de la réponse au comment ça va, qui durait 45 minutes, ils avaient répondu à toutes les questions. Donc je pouvais le remballer et le mettre là. Donc littéralement, c'est ça, c'est amener les gens à répondre aux questions que vous vous posez sur eux. C'est un mécanisme qui est assez étonnant, mais qui consiste à dire, cette part que tu développes avec le collectif, elle m'intéresse. Aujourd'hui, tu vas pouvoir en rendre compte à quelque chose comme le collectif, qui est mon oreille à cet endroit-là, mais moi, je fais un travail pour le commun. Voilà. Et ça se dit pas, ça se raconte pas. Ce qui se dit en revanche, c'est, ben voilà, moi, ce qui m'interroge vraiment, ce qui me noue les tripes, c'est ça. Je me pose cette question-là. Et votre vie m'intéresse pour y répondre. Vous êtes intéressant pour moi. Alors, évidemment, si vous poussez là, ça fait beaucoup de violon. Hein.
Donc il vaut mieux que physiquement, et dans la manière de vous tenir, de parler, qui va varier en fonction des personnes, parce que vous allez développer une espèce de plasticité à ça, ben, vous puissiez vous positionner. On a, je le répète, des techniques différentes, mais on a tous affaire au même problème. Différents collègues seront beaucoup plus expansifs, beaucoup plus discrets, beaucoup plus souples, beaucoup moins souples, prendront beaucoup plus de temps, seront beaucoup plus rapides. Mais systématiquement, on a cet enjeu des techniques de la sensibilité et des techniques du corps à déployer dans le cadre du travail. D'accord ? Dans le cadre de la méthodologie de l'enquête, il y a des règles à suivre. Il y a des règles qui permettent de garantir un minimum de sérieux, on pourrait dire de reproductibilité, du travail qui a été mené. Toutefois, ces règles n'empêchent pas ces techniques du corps et ces techniques de la sensibilité qui se déploient chez l'enquêteur et qui doivent être absolument connues, parce qu'elles polluent. Elles polluent, ou en tout cas elles impactent l'échange qui a lieu. Donc il faut absolument être capable de tenir compte du déploiement de sa propre sensibilité pour rendre pas plus objectif, mais disons le plus honnête possible le compte-rendu que vous ferez de votre terrain. Voilà. Ça va ? Tant mieux. Bien. Alors, j'ai pas le temps d'aller sur la deuxième partie, sur, n'est-ce pas, les chipibos. Si j'étais vraiment pervers, ce qu'on pourrait faire, c'est en fait filmer le TD et dans la foulée filer le CM et mettre les deux en ligne. Comme ça, je pourrais faire un cours de 3h30. Mais il y aurait une rupture d'égalité puisque aurait accès au cours complet que non. Ici, on vit dans une fiction de l'égalité. C'est très... Donc il faut la respecter. Bon. Alors, je reviens à mes moutons. Ce qui est important dans cette sensibilité particulière qui est développée, c'est développer la capacité à être attentif, à se questionner sur la manière dont existent, se transmettent, se préservent, se transforment, ou au contraire disparaît ce qui fait sens entre nous, ce qui crée du commun, ce que nous créons qui nous délimite simultanément, nos manières d'être, de penser, de sentir, etc., de faire sens, de faire du commun, de produire des significations. Donc voilà, soyez attentifs à la phrase. Où que vous soyez, dans quelque situation sociale que vous soyez, devenir capable d'être attentif, je ne dis pas de tout voir, mais d'être au moins attentif au commun en tant qu'il est en train de disparaître, en tant qu'il est en train de se renforcer, en tant qu'il est en train d'être transformé. Être attentif à cela. Dès lors, ça crée effectivement une espèce de sensibilité que d'aucuns pourraient juger un peu folle, mais qui va vous lancer dans une théorie de la culture et des trois humanités par rapport à trois théories du temps en sortant des toilettes de Tolbiac parce que vous avez vu telle inscription sur un mur. Mais on peut prendre des exemples beaucoup plus simples. Vous allez observer à l'université ou dans les écoles comment fonctionnent les collectifs, leur qualité particulière, presque leur plasticité, comment ils fonctionnent. C'est une manière d'être un petit peu étrange, mais c'est comme ça. C'est pas l'exclusive des sociologues et des ethnologues seulement. Quand on a appris comment se construit un collectif et qu'on y devient particulièrement attentif, c'est quelque chose qu'on a particulièrement à l'esprit. Vous n'allez plus pouvoir monter dans une voiture sans voir le macrosystème technique qui va derrière.
Vous n'allez plus pouvoir vous empêcher de trouver délirant quelqu'un qui dit qu'il se sent libre quand il est en voiture, par exemple. Parce que vous voyez la somme de dépendance sociale dans lequel il s'intègre, dans quel macro-système technique il s'intègre à cet endroit-là. Bon, vous n'allez plus être capable de regarder une forêt ou un chemin sans voir à quel moment, où est-ce que ça a produit de la signification, où est-ce que ça a produit du lien, à quoi ça correspondait, à quel type d'échange. Vous allez presque engager des réflexions de géographie physique parce que le social dans la nature vous apparaît immédiatement. Je ne dis pas que vous allez devenir Cassandre ou quelque chose comme un pisse-froid capable de se faire des réflexions internes sur l'évolution de nos mœurs et des pratiques du corps dans les rituels d'enterrement quand vous allez à l'enterrement de votre grand-mère. Non, vous allez participer à l'enterrement. Néanmoins, la signification qu'il aura pour vous, là où vous allez être particulièrement sensible, etc., sera légèrement déplacée par rapport à votre sensibilité précédente. De la même manière dans une maternité, que ce soit pour la vie, pour la mort, pour toutes les valeurs, etc., etc., ce travail permanent du commun qui fait écho en vous modifiera littéralement votre sensibilité. C'est une invitation que je vous fais là, à une sensibilité un peu folle, mais très chouette et qui rend la vie absolument passionnante au lieu d'être méprisable et prévisible. On met le doigt en socio-anthropologie justement sur cette part de création du commun, cette part créative des collectifs, la plupart du temps inconsciente, et qui font qu'un groupe social est toujours, et quoi qu'on en veuille, indéterminé. Il n'est pas déterminé parce qu'il serait libre de manière romantique, il est indéterminé parce que c'est lui qui crée dans un processus la plupart du temps inconscient ses propres normes. Y devenir sensible, ça n'est pas voir la somme des déterminations. C'est au contraire ouvrir la boîte de Pandore d'une série d'indéterminations, de manière dont les collectifs se construisent la plupart du temps sans s'en rendre compte. Bien, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez passé 1 heure à justifier votre boulot de manière très pédagogique et de manière très intéressante. Pourquoi pas ? Même c'est intéressant pour remettre en contexte cette manière d'apporter la chose en essayant de dire on fait ça d'une manière parce que il y a des prémices par rapport à ce qu'on parle de Mao, c'est Durkheim.